Bon, je vais conclure par un récapitulatif. Nous sommes partis de la psychologie collective selon Freud et nous y avons cherché la pulsion. Freud n'a pas mentionné de pulsion sur son schéma et nous avons pris celui de Lacan qui parle donc qui schématise la pulsion par une source, un sphincter ou un nom. Voici donc une poussée par un idéal, un objet, et le but qui est de retraverser le sphincter en quelque sorte, pour y retrouver un objet. Et nous avons effectivement pu retrouver la pulsion avec sa source, qui est l'entreprise, par exemple, par l'idéal, une poussée qui va vers un objet extérieur et qui revient pour sublimer ou, en l'occurrence, c'est propriétariser un objet prolétaire, par exemple, ou un membre de l'entreprise. Donc, ayant fait ce résumé, ou ayant retrouvé la pulsion dans le schéma de la psychologie collective, ayant confirmé que la pulsion s'y trouvait bien, il restait un terme dont on n'a pas parlé, c'était le moi. Et celui-ci a été trouvé par l'examen de la psychologie individuelle. Cependant, cette psychologie individuelle se retrouve aussi en psychanalyse, modélisée par ce qu'on appelle le modèle optique, qui aussi s'applique avec l'objet extérieur, ici dans la concavité, l'objet extérieur avec le miroir et les moi, si on peut dire, c'est-à-dire les représentants du moi qui vont aller vers un idéal, et avec ces objets ici, on retrouve donc cette psychologie individuelle en psychanalyse que la psychologie nous permet aussi de mieux comprendre en ce que ça c'est la psychologie de Palo Alto, hein, elle nous permet de comprendre l'évolution vers la psychanalyse en ce que, uniquement dans la psychologie, on estime que, par exemple, un homme a investi sa mère, et donc à la place de sa femme, si on peut dire B, tandis que sa femme investit son propre père. Ce qui fait qu'on appelle ce schéma A pour B et B pour A. Mais la psychanalyse apporte ceci, c'est que ici il s'agit de la mère de cet homme et ici le père de cette femme qui les ont investis dans leur mémoire, si on peut dire dans leurs imagos, on peut aussi estimer que ou compter avec le fait que l'homme, par exemple, ait aussi investi une image qui était son père à lui, et la femme, sa mère à elle, si on peut dire. Et par conséquent, nous pouvons, et ça c'est comme ça que la psychanalyse s'ajoute, si on peut dire, on va faire l'ensemble, hein, si on peut dire comme ça, s'ajoute à la psychologie, c'est-à-dire qu'elle introduit, on va les faire en rouge, deux autres relations, quand la mère de la femme, par exemple, et la mère du mari, enfin son souvenir, se superposent, et à ce moment-là, nous avons la possibilité pour le mari de se projeter dans l'imago de sa femme pour
faire une image de lui-même, chose qu'il ne pouvait pas, ou qu'il avait dépassé, si on peut dire, au moment de ce qu'on appelle son complexe d'Oedipe. Et nous avions donc, pour revenir et pour continuer cette récapitulation, nous avons pu ensuite détailler l'argument que nous soutenions par les sources qui étaient celles de la sociologie. C'était Émile Durkheim avec les individus sociaux, les sources de la politique, si on peut dire, et c'était l'antipsychiatrie avec la thèse de Sériel, de la série de Jean-Paul Sartre et de Ronald Lang dans l'antipsychiatrie. Et puis nous avions trouvé aussi la psychanalyse pour expliquer ce qu'on appelle les traits unaires. Ici, c'est ça, un trait unaire qui devient idéal. Par exemple, ici, à ce moment-là, ça c'est un trait unaire devenu idéal. Et puis nous avions aussi fait mention de ce qu'il fallait ajouter, c'est-à-dire la cybernétique lacanienne qui permettait de numériser, de mettre des nombres ici plutôt que des traits. Et puis nous avions aussi fait valoir qu'il nous manquait l'appareil cybernétique qui n'était pas encore intégré, qui n'avait pas encore été intégré dans ces modèles. Eh bien, pour maintenant finir ce chapitre, cette récapitulation, je rappelle que nous aboutissions avec ces éléments au fait que cette superposition de la mère, de la femme, la mère, et la belle-mère, cette fameuse belle-mère, hein, le légendaire et mythique, qui se confond avec la mère à lui de l'époux, de Marie, cette bivalence permettait d'expliquer comment la psychologie collective se rattachait à un modèle sexué, de sexuation. Ici, nous avons la sexualité, parce que lorsque, dans cette bivalence féminine, l'une était figurée comme la mère totale, si on peut dire, de l'un et de l'autre, à ce moment-là, nous avions ici la possibilité d'arriver au nombre et à ce que le sujet s'identifie à l'environnement. Mais nous avons donc, pour compléter cette récapitulation, qui est très succincte et très condensée, mais nous en étions donc arrivés, et ça je le rappelle pour qu'on s'en serve éventuellement, à ce que nous avions pu définir en fait pas moins de 9 éléments, qui étaient d'abord le trait unaire lacanien, on va le marquer ici, le trait unaire lacanien, qui parvenait à figurer l'idéal du moi. Nous l'avons par exemple ici, qui arrivait aussi à figurer ce qu'on a appelé, quand l'idéal est cerclé, passe lui-même par le cercle de la pulsion, nous avons très bien noté, si on peut dire, qui correspond à la lettre phi, c'est-à-dire la fonction sexuelle phallique. Et c'est à ce moment-là que l'on a rejoint la psychologie collective et la psychologie individuelle, ou disons les deux pulsions, la pulsion qu'on appelle individuelle, la pulsion la libido, et la pulsion collective qu'on appelle hiérarchique, parce que troisièmement ou quatrièmement, ce trait unaire peut aussi avoir le destin non pas de la
simplement du phallus, mais du nombre. Et du fait de la sériation par le temps logique lacanien, ce nombre va devenir un numéro. Ça, c'est la 5e formule. À partir de ces numéros, nous voyons par la fonction phallique l'apparition de toujours ces éléments qui deviennent des signifiants, c'est-à-dire des mots, et qui enfin peuvent devenir des noms. Ce qui est encore un degré de la signification supplémentaire. Pour cela, nous avons finalement, par ailleurs, pu identifier les mois eux-mêmes, ces points qui sont aussi des points de miroir aussi dans le modèle optique. Ces points sont, on les retrouve comme ce qu'on appelle des semblants, et donc nous avons encore cet appareil, 9e, qui reste en suspens. Alors, maintenant, pour conclure et aboutir à cela, ce déplacement, cette possibilité pour un sujet de se subjectiviser réalise une formule. On a A, B, son idéal et sa subjectivité. Cette formule a 5 termes qui montrent l'ébauche d'une rotation. Et cette rotation, elle est effectivement montrée, utilisée dans le modèle de Lacan, lorsque, on le voit ici, il produit un second modèle du modèle initial, qui est celui, à proprement parler, de la psychanalyse, ici, et où nous voyons apparaître ce passage du signifiant au nom. Ceci a été montré dans d'ultérieures vidéos par le fait que le transfert, qui est cette relation de ce point de signifiant au corps, qui va devenir celui donc du prolétaire propriétarisé, c'est-à-dire qui va avoir un nom. Cette relation, nous l'avons montrée comme dépendant d'une technique issue de la réfraction et qui est celle de l'extraction du pluriel analytique, dont un sujet est extrait par un analyste dans la méthode de l'analyse plurielle. Alors à ce moment-là, la pulsion hiérarchique peut être analysable. C'est comme ça qu'elle est analysable.